Conservez précieusement cette photo, car elle pose les bases de notre récit. En la contemplant, une réflexion m'est venue. Si tu n'as pas la force d'achever un combat, ne l'engage pas. Nous traversons tous des moments de doute. Nous avons nos fragilités, nos imperfections. Pourquoi cette pensée? Cette photo fut prise entre 2009 et 2010. On y voit un jeune homme d'accent grave, peine 20 ans, tout juste engagé dans l'armée. Ce cliché immortalise ses débuts dans un camp militaire. À l'époque, ce simple soldat ignorait qu'il deviendrait l'un des leaders les plus influents de l'histoire. Réaliser l'impensable par un coup d'éclat. Aujourd'hui, il est le plus jeune président du monde. Une figure politique redoutée, dont les actions font trembler les médias internationaux. Mais revenons bien plus loin en arrière. Je veux vous révéler des détails méconnus sur le plus jeune président du monde. Un homme qui refuse de rire. Car ce monde n'a rien de drôle. Décryptons l'idéologie de ce leader intransigeant, qui dirige son pays vêtu comme un ninja, inspiré des guerriers d'Igea ou de Yamato. Alors que d'autres présidents africains roulent en limousine, lui vit modestement, refusant même son salaire présidentiel, pour conserver celui de capitaine. En 2 ans, il a transformé le Burkina Faso, survivant à un complot de 5 milliards de francs CFA ourdis par ses ennemis. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré? D'où vient-il? Le compte à rebours commence maintenant. Bienvenue chez Info en Or, dans l'univers de la recherche. Naissance et formation. Né le 14 mars 1988 à Kéra, Bondokui. Il étudia à l'école primaire de Bondokui, puis au secondaire à Bobo-Dioulasso. Surnommé « le silencieux », il brillait par son intelligence. Contrairement à son prédécesseur, Damiba, Traoré ne se destinait pas initialement à l'armée. En 2006, il s'installa à Ouagadougou pour étudier la géologie à l'université Joseph Kizerbo. Ibrahim Traoré rejoint en 2009 l'académie militaire Georges Namoano, une institution de second rang comparée à la prestigieuse académie militaire de Kadiogo, KMP, dont sont issus Thomas Sankara et l'ancien président Damiba. Diplômé en 2012, il est envoyé au Maroc pour une formation antiaérienne avant d'être affecté à une unité d'infanterie à Kaya, dans le nord du Burkina Faso. Promu lieutenant en 2014, Traoré connaît un tournant majeur la même année lorsqu'il est déployé au Mali sous la mission de paix des Nations Unies, MINUSMA. Il y affronte des groupes djihadistes et des insurgés ethniques, faisant preuve d'une bravoure remarquée lors d'une attaque complexe dans la région de Tombouctou en 2018. En 2019, il participe à l'opération Otapuanu dans l'est du Burkina Faso, une campagne de contre-insurrection de 7 mois. Bien que présentée comme un succès, cette opération ne conduit qu'à un repli temporaire des militants, tandis que les attaques augmentent ailleurs dans le pays. Traoré sert également dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, où il se distingue par son leadership, son courage et sa détermination face à la menace djihadiste. En 2020, il mène une opération périlleuse pour libérer la ville de Barsalogo, alors sur le point de tomber aux mains des djihadistes. Malgré ses efforts, la crise sécuritaire s'aggrave. Attaques armées, enlèvements, attentats et déplacements massifs de population plongent le pays dans une crise humanitaire. En janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba renverse le gouvernement civil, citant l'incapacité du président Kaboré à endiguer l'insurrection. Traoré intègre alors le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Promu chef de l'artillerie du régiment de Kaya, il devient malgré lui un symbole des frustrations croissantes au sein de l'armée, dénonçant les retards de paiement et le décalage entre le leadership et les réalités du terrain. L'attaque meurtrière d'un convoi vers Djibo en septembre 2022, qui coûte la vie à 37 personnes, cristallise la colère des soldats. Damiba, alors en voyage à l'ONU pour solliciter un soutien international, est perçu comme déconnecté. Une semaine plus tard, Traoré et ses camarades renversent le régime, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire mouvementée du Burkina Faso. Dans les jours qui suivirent, le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de nombreux soldats mécontents, se rendit à Ouagadougou pour s'entretenir avec le président Damiba. Il demanda une audience avec le président, mais ne reçut jamais de réponse. Face à ce qu'il percevait comme du mépris, Traoré et d'autres officiers de sa génération décidèrent d'agir. À l'aube du 30 septembre 2022, des coups de feu éclatèrent dans toute Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ce fut l'acte inaugural d'un coup d'État qui allait secouer le pays. À 20h, heure locale, une scène frappante se déroula à la télévision nationale.
Un soldat en tenue militaire, portant un gilet pare-balles et un béret rouge, apparut sur la chaîne RTB. Entouré de soldats cagoulés et casqués, il fit une annonce fracassante. Le capitaine Ibrahim Traoré prenait la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, renversant ainsi le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les putschistes justifièrent leur action en accusant Damiba d'avoir trahi leur vision commune. Ils affirmèrent qu'il avait échoué à résoudre la détérioration de la situation sécuritaire qui avait initialement motivé le coup d'État de janvier 2022 l'ayant porté au pouvoir. Au lieu de cela, Damiba s'était concentré sur des aventures politiques malheureuses, négligeant la lutte pour reconquérir les territoires occupés par les insurgés djihadistes. Selon Traoré, lui et d'autres officiers avaient tenté de convaincre Damiba de recentrer ses efforts sur la rébellion, mais son refus les avait contraints à le destituer. Le mécontentement couvait depuis des mois, en particulier parmi les jeunes officiers qui supportaient le poids le plus lourd des combats contre les groupes armés liés à l'EI et à Al-Qaïda. L'unité d'élite Cobra, réputée pour ses opérations en première ligne, subissait des retards de paiement, ce qui aggravait les frustrations. Lorsque les conspirateurs lancèrent leur coup d'État le 30 septembre, Traoré, encore capitaine, bénéficia d'un fort soutien au sein de l'unité Cobra, qui joua un rôle clé dans l'opération. La junte de Traoré déclara son engagement à relever les défis du pays. Elle promit de se recentrer sur la sécurité nationale, de restaurer l'intégrité territoriale et de respecter les engagements internationaux du Burkina Faso, y compris en matière de droits de l'homme. Elle annonça également son intention de diversifier les partenariats internationaux du pays dans la lutte contre le djihadisme. Cependant, le coup d'État dégénéra rapidement en une crise plus large. Le 1er octobre, alors que leur prise de pouvoir semblait fragile, Traoré et ses officiers accusèrent Damiba de chercher refuge auprès de l'armée française, où il préparait une contre-offensive. Dans un pays en proie à un sentiment anti-français, cette affirmation provoqua une vague d'indignation. Bien que le gouvernement français ait démenti ces allégations, des milliers de manifestants envahirent les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, s'en prenant à l'ambassade de France et aux instituts culturels français. Ce qui avait commencé comme un coup d'État militaire se transforma en un soulèvement populaire contre ce qui était perçu comme une ingérence étrangère. Pendant la nuit, la dynamique bascula définitivement en faveur de Traoré. Plusieurs unités de l'armée, dont l'armée de l'air et les forces spéciales, lui jurèrent allégeance. Au matin, Damiba fut contraint de démissionner. Il aurait accepté de se retirer à condition que sa sécurité et celle de ses alliés soient garanties. 6 jours plus tard, le monde entier fut stupéfait lorsqu'Ibrahim Traoré, alors âgé de seulement 34 ans, prêta serment en tant que président de transition, devenant ainsi le plus jeune dirigeant du monde à cette époque. Des milliers de Burkinabés se rassemblèrent dans la capitale pour célébrer son ascension, dans une ambiance de parade victorieuse. Traoré déclara qu'il n'avait aucun intérêt pour les formalités politiques, comme porter des costumes ou jouer des rôles protocolaires. Son objectif était de redresser un pays en déliquescence. Il affirma être prêt à tout sacrifice pour que sa nation retrouve la paix et la liberté. Cependant, il devint rapidement évident pour les observateurs avertis qu'Ibrahim Traoré bénéficiait du soutien de la Russie. 2 jours après le coup d'État, un journaliste du New York Times * révéla des preuves de l'implication du groupe Wagner et de la Russie dans les actions de Traoré. Ce dernier nia ces allégations, affirmant qu'il n'avait pas besoin des mercenaires russes car le Burkina Faso disposait de ses propres volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Pourtant, le 27 septembre 2023, lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Traoré reconnut ouvertement les liens entre son pays et la Russie. Il déclara que la Russie était une seule famille avec le Burkina Faso et l'Afrique tout entière, évoquant une histoire commune marquée par les sacrifices durant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont entendu cela ont dit « Maintenant, Traoré, nous avons des preuves. Tu ne peux plus nier tes liens avec les Russes, surtout puisque tu les appelles frères et que tu déclares ouvertement, sans hésiter, ton soutien à la collaboration avec eux. » Initialement, Traoré avait promis d'organiser des élections démocratiques d'ici juillet 2024. Cependant, le 25 mai 2024, la junte a annoncé une prolongation de son règne pour 5 années supplémentaires, avec Traoré toujours au pouvoir. Cette décision a suscité des réactions mitigées, tant au niveau national qu'international, beaucoup s'interrogeant sur un possible abandon de la transition promise vers un gouvernement civil. Depuis l'arrivée au pouvoir de Traoré, les relations avec la France,
l'ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, sont restées tendues. Les manifestations exigeant le départ des militaires français reflètent un sentiment plus large en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où l'antifrancisme est devenu la norme. Le leadership de Traoré a également vu le Burkina Faso renforcer ses partenariats avec d'autres acteurs mondiaux, marquant un virage dans la politique étrangère du pays. En janvier 2023, le Burkina Faso a donné un mois à la France pour retirer ses troupes, mettant fin à un accord militaire qui autorisait les soldats français à combattre les insurgés sur son territoire, invoquant la volonté du Burkina Faso de se défendre par lui-même. Le mois suivant, en février 2023, les deux pays, la France et le Burkina Faso, ont officiellement acté la fin des opérations militaires françaises dans cette nation d'Afrique de l'Ouest après une cérémonie de descente de drapeau au camp des forces spéciales françaises. Depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré est systématiquement apparu en tenue de combat militaire, arborant un béret rouge, des gants tactiques et un pistolet à la cuisse droite. Ce look est devenu sa signature. Astérisque alors aujourd'hui, comment vit ce plus jeune président du monde, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch militaire? Roule-t-il dans des voitures luxueuses et onéreuses comme d'autres présidents africains qui existent pour piller leur pays? Vit-il dans des demeures somptueuses? Comment vivent-ils, lui et sa famille? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a choisi une voie différente, rejetant le statu quo. Alors que la plupart des dirigeants africains vivent dans des palais, s'adonnent au luxe et perçoivent des salaires faramineux, Traoré a pris une décision sans précédent. Il a refusé le salaire présidentiel standard de 76 000 $, préférant conserver la solde d'un capitaine de l'armée, bien plus modeste. Il a choisi de placer son peuple au-dessus de son enrichissement personnel. Son histoire ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais aussi l'avenir du leadership africain. En seulement 2 ans, Ibrahim Traoré a accompli ce que beaucoup de dirigeants du continent ne peuvent que rêver de réaliser en une vie. Mais ce qui le distingue, ce n'est pas seulement son refus de la richesse, c'est toute son approche du leadership. Pour contextualiser, au Burkina Faso, le salaire présidentiel moyen est de 76 000 $ par an. À titre de comparaison, le salaire moyen d'un président africain est de 170 000 $ annuels. Pendant ce temps, le revenu mensuel moyen au Burkina Faso est de seulement 73 $. Mais Traoré ne s'est pas arrêté au rejet de son salaire. Dans un geste audacieux pour rediriger les ressources vers l'avenir de son peuple, il a réduit de 20% les salaires du gouvernement. Ce n'était pas qu'un symbole, mais une véritable mesure pour réaffecter l'argent des poches de l'État vers les besoins urgents de la nation. Et risque l'utilisation des économies réalisées grâce à ces coupes a marqué les esprits. Traoré les a réinvestis dans le pays, en se concentrant sur des projets à long terme pour autonomiser sa population. Il a investi dans la construction d'écoles, la mécanisation de l'agriculture et même la création d'usines textiles. Il a lancé des unités de transformation locale de tomates pour réduire la dépendance aux importations et bâtir un secteur agricole plus durable. Plus impressionnant encore, il a posé les bases de raffineries de pétrole. Ce ne sont pas des projets éphémères, mais des investissements durables qui façonneront l'économie du pays pour les décennies à venir. Ce ne sont pas que des paroles, mais des actions concrètes pour transformer l'économie burkinabé. Dans un continent où la plupart des dirigeants étalent leurs richesses avec des voitures de luxe, des jets privés et des demeures démesurées, Traoré a choisi la simplicité. Il conduit une voiture basique, porte son treillis militaire et vit modestement. Ce contraste frappant avec les autres leaders africains, pour qui l'opulence symbolise le pouvoir, est assumé. Traoré rejette cette notion. Pour lui, un seul principe compte, sa mission est de servir son peuple, pas de jouir du luxe. Son style de leadership lui vaut des comparaisons avec le héros révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara. Comme Sankara, Traoré privilégie le service au confort personnel, prouvant que l'humilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais renforce le lien entre un dirigeant et son peuple. Là où beaucoup de présidents utiliseraient leur position pour s'enrichir, Ibrahim Traoré a fait l'inverse. Il s'est entièrement concentré sur le service public. Réduction de salaire, refus des privilèges, réorientation des fonds vers le développement du pays, c'est cela, un vrai leadership. Le leadership de Traoré ne repose ni sur l'autopromotion ni sur l'appât du gain. D'ailleurs, on sait très peu de choses sur sa vie privée. Contrairement à de nombreux dirigeants africains qui exhibent leur famille, Traoré garde sa vie personnelle hors des projecteurs. Aucune photo de sa femme ou de ses enfants ne circule en ligne,
une rareté pour un chef d'État. Son attention reste entièrement tournée vers l'avenir de son pays, pas vers sa propre image. Ce dévouement est rare parmi les leaders mondiaux, et plus encore en Afrique, où le pouvoir sert souvent à se mettre en avant. En moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a montré qu'un dirigeant n'a pas besoin de richesse ou de luxe. Son humilité, son sens du service et sa priorité absolue envers le bien-être de son peuple font de lui une exception sur un continent où le pouvoir rime trop souvent avec enrichissement personnel. En rejetant l'idée qu'un président doit être riche et vivre dans l'opulence, Ibrahim Traoré trace la voie d'un nouveau modèle de leadership en Afrique. Un modèle où le peuple passe avant les politiciens. Ces actions ont déjà eu un impact significatif au Burkina Faso. Si d'autres dirigeants africains suivent son exemple, l'avenir du continent pourrait être radicalement différent. Permettez-moi maintenant de vous plonger dans le récit du sauvetage du régime du capitaine Ibrahim Traoré face à une tentative de renversement. Le renversement du régime. Comment se fait-il que le capitaine Ibrahim Traoré lui-même ait survécu à un coup d'État alors qu'il en avait orchestré un? Tout cela s'inscrivait dans un sombre complot impliquant jusqu'à 5 milliards de francs CFA. Un homme propose 8 millions de dollars aux soldats burkinabés pour renverser le gouvernement. Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont déjoué une tentative de renversement de la junte militaire grâce à une offre de 8,17 millions de dollars. Le 8 novembre 2024, le président du Burkina Faso a été victime d'une attaque mettant sa vie en danger à Ouagadougou. Un complot secret visant la stabilité du pays a été déjoué lorsque l'armée a découvert un plan impliquant un personnage mystérieux entré au Burkina Faso sous couvert d'un voyage d'affaires. Cet individu avait emporté avec lui 5 milliards de francs CFA, destinés non pas au développement, mais à corrompre des soldats pour déstabiliser le pays. Cet argent devait financer un coup d'État et changer la direction du Burkina Faso. Le suspect, lié à des intérêts étrangers influents, cherchait à exploiter les faiblesses du pays. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles comme l'or et d'autres minéraux, occupe une position stratégique en Afrique de l'Ouest. Alors que le pays progressait vers la stabilité, certaines puissances étrangères y ont vu une menace. Le plan était simple, soudoyer les soldats avec des sommes importantes pour garantir leur loyauté, provoquant un chaos qui modifierait les rapports de force. Cependant, les soldats approchés par le suspect n'ont pas été facilement convaincus. Ces vétérans aguerris avaient combattu des insurgés et des groupes extrémistes. Leur loyauté envers le Burkina Faso est restée inébranlable. Au lieu de rejeter l'offre, ils ont joué le jeu, informant leurs supérieurs des manœuvres du suspect. Pendant des semaines, ils ont recueilli des informations cruciales, révélant l'étendue du complot. Le jour de l'attaque, une opération a été lancée. Le suspect a été arrêté dans un entrepôt, sa valise remplie d'argent destiné au coup d'État. Des caméras cachées avaient tout enregistré, fournissant des preuves irréfutables. L'arrestation du suspect a révélé une conspiration plus large, impliquant des mercenaires et des opérateurs étrangers actifs dans la région du Sahel. Financés par des entités puissantes, ces acteurs cherchaient à déstabiliser le Burkina Faso et d'autres nations ouest-africaines pour exploiter leurs ressources et affaiblir leur souveraineté. Ce complot ne concernait pas seulement l'argent. C'était une manœuvre de pouvoir contre un Burkina Faso autonome qui commençait à reprendre le contrôle de ses richesses. Des intérêts étrangers, habitués à exploiter la région depuis des années, voyaient d'un mauvais œil l'émergence d'un pays stable et indépendant. Cette conspiration déjouée montre jusqu'où les puissances étrangères sont prêtes à aller pour garder le contrôle des ressources africaines. Elle témoigne aussi de la résistance croissante des nations africaines, comme le Burkina Faso, contre l'exploitation. Au-delà des coups d'État et de la vie personnelle de Traoré, quelle réalisation remarquable pouvons-nous attribuer au capitaine Ibrahim Traoré pour son pays depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans? Octobre 2025 marque 2 ans depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso. Issu du coup d'État d'octobre 2023, Traoré a tenu plus de 80% de ses promesses, transformant le pays au-delà des attentes. Ses réalisations couvrent la sécurité, les infrastructures, l'énergie, la santé et l'indépendance économique, attirant l'attention mondiale. Le projet Face au Rail, un réseau ferroviaire national reliant les capitales provinciales, en est un pilier. Détenu à 75% par l'État et à 25% par des investisseurs privés, il inclut une usine de fabrication à Bobo-Dioulasso pour produire des wagons et des rails localement. D'un coût de 70 milliards de dollars, ce projet doit être achevé dans 18 mois,
créant des emplois et stimulant le commerce. L'administration Traoré s'est tournée vers l'énergie nucléaire via un partenariat avec Rosatom, Russie, pour construire une centrale visant une énergie propre, des progrès en santé et un développement industriel. À Koudougou, un technopôle pharmaceutique est en construction pour produire des médicaments localement, réduisant la dépendance aux importations. Un investissement de 70 milliards de francs CFA sur 5 ans créera des emplois et encouragera la production locale. Pour valoriser les ressources naturelles, le gouvernement a mis en place une raffinerie d'or, une usine de transformation de tomates et promu la mécanisation agricole avec des tracteurs gratuits, des semences et engrais subventionnés. Ces mesures ont amélioré la sécurité alimentaire de plus de 50% en 2 ans. Les réformes militaires ont permis de reconquérir des territoires perdus. Des alliances stratégiques avec la Russie, la Turquie et la Chine ont renforcé l'armée. Des régions clés comme Djibo ont été libérées, reconnectant des zones isolées et unissant le Sahel contre le terrorisme. Le français a été abandonné comme langue officielle, reflétant un engagement panafricain. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté et la Banque centrale du Burkina Faso assure l'indépendance financière vis-à-vis de la France. Des projets d'énergie renouvelable, comme le plus grand barrage hydroélectrique du pays, améliorent l'accès à l'électricité. Des cliniques mobiles fournissent désormais des soins essentiels dans les zones reculées. En seulement 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a remodelé le Burkina Faso, construisant une nation marquée par la résilience, l'indépendance et le progrès. Quelles leçons les dirigeants africains peuvent-ils tirer de Traoré pour améliorer l'avenir de leur pays? Pensez-vous qu'il ait le potentiel pour marquer l'histoire de son pays et de l'Afrique? Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une vie meilleure, de la nourriture et de l'argent en abondance. Restez à l'écoute sur Info en Or et n'oubliez pas de vous abonner. Ce texte est maintenant fluide et optimisé pour une lecture vocale naturelle.